aurons un temps d'échange à la fin de la présentation, mais vous pouvez déjà poser vos questions, bien entendu, sur le chat. Donc, au sommaire, il y aura une présentation donc, de notre service, un point sur les risques psychosociaux et les autres points porteront sur l'organisation hybride. Donc, nous allons nous présenter. Je te laisse te présenter, Cyrielle. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc moi, je suis Cyrielle Lopez-Brizard et je suis donc psychologue du travail et ergonome au sein de votre service de santé au travail. Comme je suis en deuxième position, je me présente. Catherine Bressy-Dutot, je suis chargée de mission prévention de la désinsertion professionnelle. Donc moi, mon travail consiste à la demande du médecin du travail d'accompagner les salariés et l'employeur dans la recherche de solutions de maintien en emploi et plus largement dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, et nous avons également Myriam, notre collègue qui est assistante en santé au travail, qui assure le chat. Donc si vous avez des questions, c'est Myriam qui vous répondra. Oui, désolée Myriam, je n'ai pas présenté. Alors, qui sommes-nous? Alors, donc le médecin du travail, nos équipes. Le médecin du travail, c'est le conseiller privilégié de l'employeur et de ses salariés. Avec son équipe pluridisciplinaire, composée des professionnels que vous voyez là sur la diapositive, ils ont pour mission d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail et de la préserver afin de permettre leur maintien en emploi. Donc, tous ces professionnels vous accompagnent dans l'identification des risques professionnels inhérents à vos métiers. Ils vous conseillent et offrent un appui dans la recherche de solutions. Voilà. Alors, comme vous le savez, nous allons tout au long de cette présentation parler de l'organisation hybride et de l'accompagnement à ce changement lorsqu'on met en place cette nouvelle organisation. Bien sûr, la mise en place d'une organisation hybride qui serait mal accompagnée peut conduire à ce qu'on appelle des risques psychosociaux, des RPS, les fameux RPS. Et donc, l'idée, c'est déjà dans un premier temps de comprendre ce que sont ces RPS. Eh bien, ils sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation du travail et aux relations de travail. Il faut savoir qu'ils peuvent concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Donc là, c'est vraiment la définition du ministère du Travail. Donc quand on parle de RPS, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va parler vraiment de 3 dimensions. Des violences internes, donc les violences internes, ce sont les violences qu'il peut y avoir entre des salariés qui appartiennent à la même entreprise. Des violences externes, donc là, ça va être des violences entre un ou des salariés d'une entreprise et des personnes qui vont être extérieures. Ça peut être un public, ça peut être des clients. Et le harcèlement, vous connaissez certainement, eh bien oui, le harcèlement peut faire partie donc des violences internes et également des violences externes. Et donc, troisième dimension, le stress. Et oui, lorsqu'on va le voir par la suite, on a différents facteurs psychosociaux dans l'organisation du travail et que ça dure dans le temps, qu'il n'y a pas d'action qui va être mise en place pour limiter ces facteurs psychosociaux, les salariés peuvent générer ce qu'on appelle un stress et par la suite des symptômes, voire même des pathologies. Et on le sait, une organisation hybride, du coup, qui est mal accompagnée, peut générer du stress de la part des salariés. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc, on parlait donc de risques psychosociaux. Comment on en arrive à ces fameuses 3 dimensions, les violences internes, violences externes et le stress? Eh bien, c'est lorsqu'on va avoir des facteurs psychosociaux dans notre organisation du travail. On parle donc, pour que ce soit un peu plus compréhensible, ces fameux facteurs ont été, j'ai envie de dire, rangés dans des familles, pour que ce soit un peu plus compréhensible. Et on retrouve donc 7 grandes familles. On va les voir très rapidement pour bien comprendre. Et puis, vous allez voir que quand on parle d'un accompagnement au changement, eh bien, ça rentre justement dans une de ces familles. On va le voir tout de suite. Alors, on va commencer par la première catégorie, l'intensité et la complexité du travail. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, ça comprend toutes les notions d'exigence psychologique, d'effort, mais plus largement toutes les contraintes de rythme, l'existence d'objectifs irréalistes ou flous, par exemple, l'exigence de la polyvalence non maîtrisée, les instructions contradictoires, les interruptions de la tâche, et à savoir que lorsqu'on est interrompu dans son travail, eh bien, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver la concentration initiale. Donc, vous voyez, c'est quand même très important. Les exigences émotionnelles, elles font référence à la nécessité de maîtriser et de façonner ses propres émotions.
Elle concerne essentiellement les métiers de service, donc l'exigence de sourire, le fait de devoir faire bonne figure, lorsqu'il peut y avoir des tensions avec le public, le contact avec la souffrance ou la détresse humaine. Autre famille de facteurs, ce qu'on appelle les rapports sociaux au travail dégradés. Donc, ils incluent toutes les relations avec les collègues ou avec la hiérarchie, l'équilibre effort-récompense et ce qu'on appelle la justice organisationnelle, les horaires de travail difficiles. Donc là, c'est tout ce qui concerne les longues journées de travail, le travail en horaire atypique, en 2-12, en 3-8, l'imprévisibilité des horaires de travail et ce qui fait référence à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Et quand on parle d'organisation hybride, notamment la notion de télétravail, vous voyez que cette famille de facteurs, elle est très importante parce que lorsqu'on est en télétravail, il y a ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce risque que les salariés, du coup, travaillent au-delà de leurs horaires de travail puisqu'ils sont à domicile. Autre famille de facteurs, ce qu'on appelle la faible autonomie au travail. Donc, il faut savoir que plus nous allons avoir d'autonomie dans notre travail, et moins on aura de risque d'être en souffrance. L'autonomie au travail, elle désigne vraiment donc la possibilité d'être acteur dans son travail. Elle inclut les marges de manœuvre et la possibilité de s'auto-organiser dans son travail. Et on le voit, le télétravail permet justement cette fameuse autonomie dans la gestion de sa journée de travail lorsqu'on est chez soi. Autre famille de facteurs, l'insécurité socio-économique. Eh bien, ça comprend à la fois l'insécurité donc socio-économique, la peur notamment de perdre son emploi, le non-maintien du niveau de salaire, les contrats de travail précaires et le risque de changement non maîtrisé. Donc, vous voyez, cette fameuse famille de facteurs, elle nous intéresse puisque lorsqu'on a un changement qui ne sera pas maîtrisé, eh bien, vous voyez, on rentre dans cette famille de facteurs. Et dernière famille, les conflits de valeurs. Donc là, c'est lorsqu'il y a un conflit entre ce qui est exigé au travail et les valeurs professionnelles, sociales ou personnelles des salariés. Un exemple, demander par exemple à un salarié de privilégier la quantité à la qualité. Autre exemple, faire un travail que l'on juge inutile ou bien demander à un salarié de vendre un crédit à des personnes à très faible revenu. Voilà, c'est des exemples typiques. Donc, vous voyez, lorsqu'on va avoir donc, ces fameux facteurs psychosociaux, eh bien, on peut en arriver à des risques psychosociaux lorsqu'il ne va pas y avoir d'action qui sera mise en place. On continue et donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'une organisation hybride. Alors, il faut savoir qu'il existe différents formats. Ça peut être du 1 jour par semaine de télétravail, ça peut être un équilibre présentiel-distanciel, 50-50. Ça peut être du 100% télétravail. Si je vous dis Twitter, Facebook, Google, quel est le lien entre toutes ces entreprises? Eh bien, elles ont mis en place une organisation hybride et autorisent le télétravail à vie à certains de leurs salariés et du 100% télétravail. Donc tout ça pour dire, vous voyez, il y a vraiment plusieurs formats au niveau de l'organisation hybride, télétravail présentiel. Donc on va voir quelle est la définition. Eh bien, c'est une combinaison de travail au bureau et de travail à distance. Donc à distance, ça peut être de chez soi ou dans le lieu tiers, en fonction de l'accord qui est mis en place dans l'entreprise. C'est une organisation, bien sûr, qui est plus flexible et digitalisée, puisqu'il y a le développement des outils numériques. Et il y a ce qu'on appelle donc une évolution, bien sûr, des pratiques managériales, puisque c'est un management à distance qui va être mis en place. Il faut donc créer un climat de confiance avec les salariés et il faut bien sûr, ça nécessite bien sûr un lâcher-prise du manager. Après, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place, notamment de demander aux salariés de faire des reportings pour avoir un visu sur notamment la charge de travail du salarié, même s'il est en distanciel. Alors, on va voir quelques définitions autour de cette fameuse organisation hybride et du travail flexible. Alors, déjà, travail hybride. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un modèle de fonctionnement qui est basé sur le partage du temps de travail d'un collaborateur entre la présence au bureau et d'autres lieux de travail en distanciel. FlexDesk, FlexOffice, vous avez très certainement déjà entendu ces mots. Eh bien, c'est un mode qui consiste à ne pas avoir de poste attitré sur le lieu de travail. C'est un bureau flexible en quelque sorte, c'est la traduction française. C'est plusieurs personnes qui occupent le même espace de travail à tour de rôle. Coworking, alors là, c'est un espace de travail qui permet à des salariés isolés, qui peuvent même appartenir à différentes entreprises, de se retrouver en un même lieu et de partager des ressources. On le sait, les études ont démontré que lorsqu'on va travailler à côté d'une autre personne qui travaille, même si elle ne fait pas forcément la même activité, il va y avoir un facteur de
motivation de stimulation. C'est d'ailleurs pour ça que les étudiants, notamment, on leur conseille d'aller réviser en bibliothèque plutôt que seul chez soi. Parce qu'il y a vraiment cette idée de stimulation. Et puis au-delà de ça, pour par exemple des très petites entreprises, ça peut être le seul moyen de pouvoir travailler avec d'autres personnes et pour éviter justement d'être isolé 5 jours sur 5 en distanciel. Alors, quels enjeux? Eh bien, il faut considérer les évolutions, bien sûr, du monde du travail. Il faut adapter son organisation de travail, donc des réunions, un management différent, prendre en compte les attentes nouvelles des salariés et des employeurs. Et puis, bien sûr, quel enjeu? L'optimisation financière pour l'employeur. On ne va pas se mentir, notamment, principalement ici, j'ai envie de dire, en région parisienne, les locaux ont un coût. Et c'est vrai que, bien sûr, l'organisation hybride, mettre en place notamment une part d'activité en télétravail et le fait d'avoir des bureaux flexibles permet d'avoir des locaux plus petits. Ça a aussi un intérêt pour les salariés parce que qui dit locaux plus petits, à ce moment-là, moins de bureaux, mais peut-être des bureaux de meilleure qualité avec notamment des plans de travail qui vont être réglables en hauteur, des sièges qui vont être également réglables et vraiment un matériel qui va s'adapter aux salariés. Donc, il peut y avoir un intérêt pour l'employeur financier et également pour les salariés. Alors, les salariés face au changement. Donc, dans toute situation de changement, il va y avoir, on le sait, une augmentation de la charge de travail. Bien sûr, une mobilisation des ressources cognitives, puisque ça va demander une concentration, il va y avoir des besoins de formation, et ça va demander forcément aux salariés une adaptation. Les salariés peuvent avoir également ce qu'on appelle une réticence au changement. Et puis, on ne va pas se mentir, oui, c'est une période à plus fort risque psychosociaux. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier également, qu'il y a des craintes nouvelles liées au contexte sanitaire. Et oui, la Covid est toujours là. Alors, manager dans une organisation hybride, qu'est-ce que l'accompagnement au changement? Déjà, qu'est-ce que le changement? Le changement, c'est le passage d'une organisation à une autre, ou bien d'un process à un autre. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit très concret. Si je vous dis Netflix, je pense que ça parle à tout le monde. Alors, Netflix date maintenant, ça a été créé quand même en 97, alors on ne se souvient pas bien, mais à la base, c'était une entreprise qui proposait un service de location et d'achat de DVD. Sauf que bien sûr, à un moment donné, le digital est arrivé, le numérique, et les DVD sont devenus obsolètes. Donc forcément, il y a eu 2 options pour Netflix. La première, de mener une conduite de changement dans l'entreprise et de changer l'activité, ou bien de fermer boutique, la deuxième option. Donc comme vous le savez, ils ont choisi la première option, puisqu'ils existent toujours. Et ils sont passés donc des DVD au streaming et donc forcément au numérique. Donc vous comprenez bien, ça a demandé bien sûr une conduite de changement, un besoin énorme de formation, une charge de travail qui a été plus importante, un besoin de compétences différents. Donc voilà, vous voyez, ça a nécessité beaucoup de changements dans l'entreprise. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire que le changement, ça ne se discute pas. Netflix n'a pas eu le choix pour perdurer. Il fallait qu'il y ait ce changement. Mais par contre, on peut discuter de ses conditions. Et donc, accompagnement au changement égale, bien sûr, une mise en œuvre d'un ensemble d'actions auprès de salariés face à un changement qui va être technique, organisationnel dans l'entreprise, une meilleure acceptation et intégration de la transformation de leur travail ou de leur environnement de travail. Et puis, bien sûr, face à ces changements, la réaction peut être une attitude de résistance, d'opposition ou même de blocage. Il faut savoir qu'un changement mal accompagné peut être source de démotivation et peut avoir un impact négatif sur la vie professionnelle des salariés. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, un retour d'expérience d'une entreprise adhérente à notre service de santé au travail qui a mené justement un changement et a mis en place une organisation hybride dans son entreprise. Et on va voir un petit peu ensemble les différentes étapes clés. Donc la toute première étape clé, on les a suivies, on les a conseillées dans cet accompagnement au changement. La première étape, bien sûr, c'est la communication et la communication en amont. Plus on communique tôt, plus on prévient les salariés de ce changement, plus on va leur laisser la possibilité, en tout cas, d'accepter la situation. Alors, cette entreprise était partie donc sur un modèle télétravail FlexDex. Donc, en gros, 50% de télétravail, 50% de présentiel, mais bien sûr,
Leur activité a changé puisque du coup, la charge du travail devenait très importante. Donc, ils ont embauché plus de salariés. Simplement, les murs, ils n'ont pas pu les déplacer. Donc, les espaces de travail sont restés les mêmes avec plus de salariés. Il a fallu donc trouver une solution. Et donc, la solution, c'était les bureaux donc FlexDesk, qu'on a expliqué précédemment. Donc, avec cette histoire de bureaux qui roulent, avec un roulement, en tout cas les salariés, donc qui à tour de rôle partagent les bureaux. Alors, il y a une phase de test et ça, c'est vraiment très important, une phase de test et sur volontariat des salariés. Donc là, en l'occurrence, la phase de test a duré 6 mois, ce qui semblait parfaitement convenir à la situation. Il a fallu bien sûr exposer les avantages aux salariés, bien sûr, pour que le salarié accepte la situation. Il faut lui expliquer quel est l'intérêt pour l'entreprise, donc là, en l'occurrence financier, et puis surtout parce qu'il y avait une problématique de locaux. Donc l'idée, c'était pas non plus de délocaliser l'entreprise, de l'éloigner, parce que du coup, ça aurait été aussi contraignant pour les salariés. Et les avantages pour les salariés, eh bien, c'était de mettre donc en place ces fameux bureaux avec un roulement, mais des bureaux de meilleure qualité avec des plans de travail qui se règlent en hauteur, des sièges réglables, voilà, du matériel dernier cri avec des espaces de partage, que ce soit vraiment convivial. Enfin voilà, en tout cas, l'idée, c'était de mettre le paquet sur l'aménagement des postes de travail. Alors, c'est essentiel d'entendre les réticences, les interrogations et les craintes des salariés, il ne faut pas les juger. Il faut présenter, alors ça, c'est vraiment une étape clé, une maquette aux salariés pour visualiser, c'est-à-dire pour qu'ils puissent voir ce que ça va donner, c'est-à-dire de voir un petit peu le nouvel aménagement, la nouvelle organisation, ce qu'elle va donner. Vraiment, une maquette, c'est l'idéal. Maintenant, en 3D, on peut faire ça très facilement. Et puis, donc, autre point clé de cet accompagnement au changement, prévoir un aménagement de casier parce que les salariés, il faut qu'ils puissent mettre en sécurité leurs biens personnels. Donc ça, c'est important, donc des casiers avec des cadenas ou avec des codes. Et autre chose qui était très important aussi, de mettre à disposition des sortes de paniers à chaque salarié pour qu'ils puissent transporter leur poids crayon, leur stylo préféré, leur carnet de notes de leur domicile à leur lieu de travail avec quand même un minimum d'effets personnels. Et puis, bien sûr, autre point essentiel, mettre en place une forme de plateforme de réservation, notamment pour que le salarié puisse, par exemple, le lendemain, réserver le bureau qu'il souhaite occuper. Un petit peu le même principe que lorsqu'on réserve sa place dans le train ou dans l'avion. Il faut savoir que l'être humain, l'une de ses plus grandes peurs, c'est quand même l'inconnu. Donc, de savoir quel bureau il va occuper un petit peu à l'avance, eh bien, ça va le rassurer. Et donc, c'est très important de mettre en place cette action. Voilà, j'en ai terminé avec mon retour d'expérience. Je vais passer maintenant la parole à Catherine qui poursuit la présentation. Merci Merci. Cyrielle. Alors, comme vient de vous l'expliquer Cyrielle et comme on vient de le voir, tout changement d'une organisation de travail à une autre doit être accompagné afin d'éviter justement toutes ces conséquences sur la performance de l'entreprise et sur une situation qui peut être de mal-être au niveau des salariés. Ce changement donc peut être tout à fait légitimement, enfin peut tout à fait légitimement générer des craintes, des résistances, des tensions chez les salariés. Ces manifestations et ces émotions exprimées sont normales et inévitables puisqu'en fait, la résistance au changement, c'est un mécanisme d'adaptation ancré dans notre cerveau qui nous porte en fait à vouloir fuir ou éviter des situations qui sont émotionnellement, potentiellement, pardon, générer des émotions ou sont réelles, hein, et du coup, ça devient inconfortable, menaçant et ça vient troubler le confort, la sécurité et l'équilibre des personnes. Donc, ce cheminement de résistance se caractérise par la courbe du changement qui s'appuie sur la courbe du deuil que vous voyez là sur la diapositive, qui a été créée par le médecin psychiatre et psychologue suisse Elisabeth Kübler-Ross. Et donc, les personnes vont pouvoir passer, enfin, peuvent passer par plusieurs étapes qui ne sont pas spécialement linéaires. Pour synthétiser un petit peu, on a un petit peu présenter de manière différente des choses. Donc pour synthétiser, il y a des étapes qui correspondent à ce qu'on peut appeler le choc de l'annonce du changement et de la transformation à venir. Il se manifeste chez la personne par du déni de la situation et ça peut se traduire verbalement par ce n'est pas possible, c'est pas une blague, ils ne vont pas nous faire ça, par exemple. Heu, Ensuite, il y a une étape qui est l'étape de la colère, qui ne doit pas être considérée, comme une manifestation négative et qui doit être entendue. C'est un peu normal que les collaborateurs, certains manifestent de la colère. Donc ils s'opposent vivement au changement et refusent d'en entendre parler. Les étapes de peur, de tristesse, peuvent être
phases qui sont assez éprouvantes chez la personne parce que la peur, c'est un sentiment, qui renvoie à un danger immédiat, qui peut impacter notre survie et dans le monde du travail, bah, la crainte de perdre son emploi ou ses repères dans une nouvelle organisation de travail qui se met en place. La tristesse, elle se traduit souvent par un repli sur soi, de l'abattement, de la nostalgie et puis peut se manifester aussi verbalement par: «C'était mieux avant, on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce que ça change?» Il peut aussi y avoir un sentiment d'angoisse, hein. Les personnes peuvent se dire: «Mais comment je vais faire face à ce changement?» C'est le moment aussi où les gens se rendent compte que malgré les tentatives de négociation et de marchandage, hein, qu'ils peuvent tenter, pour maintenir l'activité telle qu'elle était jusqu'à présent, bah, la réalité s'impose à eux. Ces émotions vécues sont essentielles pour amorcer en fait le changement et repartir de l'avant. Nous arrivons donc aux étapes d'acceptation, d'engagement et de sérénité, qui en fait, ça renvoie à un principe de réalité et de projection vers le futur. Les personnes commencent à considérer des choix possibles et imaginer des nouvelles façons de s'adapter et qui font sens pour elles. Ça peut se traduire verbalement par: «Bon, bah, puisque c'est ainsi, on n'a pas trop le choix. Finalement, je peux peut-être y trouver mon compte». Les personnes vont retrouver de l'énergie, de nouvelles ressources en eux, de la motivation, et on peut à ce moment-là prendre conscience de l'importance du collectif et de la solidarité dans l'entreprise. En tant que manager, donc, acteur de la conduite du changement, il est essentiel de savoir reconnaître ses réactions, de ne pas les ignorer et d'y apporter une réponse adéquate. Faire preuve, on va dire, d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire percevoir, comprendre, gérer, analyser ces émotions qui se manifestent, permettra de mieux les prendre en compte dans l'accompagnement au changement. C'est pourquoi il est important de laisser ce processus émotionnel se dérouler, afin de permettre aux salariés de s'approprier les étapes du changement à venir. Si on veut, éviter ces étapes, ça ne fera pas disparaître les doutes et les craintes des collaborateurs qui, tôt ou tard, de toute façon, manifesteront, leurs émotions. Donc ainsi, pour accompagner les collaborateurs dans ces étapes et les garder mobilisés et motivés, il est important de communiquer, comme le disait Cyrielle, de manière cohérente, notamment dans les phases de déni et de colère. Il faut expliquer les raisons du changement de manière claire et transparente, même si on n'a pas toutes les réponses, il faut le dire. Par exemple, le déménagement dans des nouveaux locaux est en lien avec l'expansion de l'entreprise ou le fait de la nouvelle organisation hybride. Le changement de logiciel doit correspondre aux limites des capacités de celui utilisé actuellement. Il faut que ça fasse sens pour les personnes. Mettre en avant aussi les impacts positifs pour les collaborateurs sans pour autant négliger les impacts, les aspects moins attractifs de la situation. Être à l'écoute, faire preuve d'empathie, recueillir les doutes, les attentes de chacun et favoriser le dialogue social, en individuel et en collectif. Essayer d'éviter les frustrations en n'oubliant personne dans la communication si possible. Donc les personnes déstabilisées par ce changement, les collaborateurs peuvent avoir peur de s'engager. Donc en leur assurant un climat de travail propice à leur implication, vous pourrez les rassurer et les guider. On peut par exemple proposer à ceux qui le veulent d'expérimenter les changements en se faisant leur propre idée des avantages de ceux-ci, de se familiariser avec le nouvel environnement. Rassurer en donnant des exemples concrets de l'apport au changement pour le collaborateur. Et si par exemple le fameux déménagement de l'entreprise a un impact du temps de trajet d'un collaborateur, bah, ne pas hésiter à faire des propositions d'aménagement d'horaire ou proposer une journée en plus de télétravail dans le cadre de l'organisation d'une activité hybride. S'ils se sentent compris, les collaborateurs vont avancer plus vite vers l'étape de l'acceptation du changement et avoir des réactions plus rationnelles. Donc vient le moment, de l'acceptation et de la remobilisation. Donc là, encourager les collaborateurs en leur proposant des formations aux nouveaux outils, services peut-être pertinents, même des fois essentiels. Certaines personnes doutent de leur capacité d'adaptation et c'est pourquoi ils résistent d'autant plus au changement. Dans ce contexte, donc, il est possible d'avoir recours aussi à du coaching au changement. Ça peut permettre de manager, et au manager de motiver son équipe et aux collaborateurs d'être accompagnés dans leur processus d'adhésion au changement. Enfin, il est important d'encourager, saluer l'adaptabilité des collaborateurs, reconnaître leurs efforts, leur mobilisation et les valoriser dans leur engagement. Donc, pour résumer, il est préférable d'avoir une approche organisationnelle, cognitive et participative du changement pour s'assurer de la réussite du projet. On peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, nous allons voir à présent quels sont les apports et les points de vigilance dans certains aspects d'une organisation hybride.
Donc au niveau individuel, bon, maintenant, il y a plus trop à «prouver» entre guillemets que, toutes les enquêtes en fait, hein, qui sont faites montrent que le nouveau mode d'organisation de travail qui s'est mis en place du fait de la crise sanitaire ne rend pas les salariés moins productifs. La flexibilité qui leur est offerte dans leur organisation de travail leur permet de mieux utiliser leur temps. Par exemple, ils évitent les transports en commun au niveau des heures de pointe. Ils peuvent mieux se concentrer sur des tâches sans les bruits et les interruptions de l'environnement de bureau, par exemple en travaillant chez eux, de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. De ce fait, cela réduit le stress et la fatigue. Donc des salariés plus satisfaits, mieux reposés et moins stressés travaillent mieux. Toutefois, il faut être attentif, donc ça c'est des points de vigilance sur certains aspects. Pour ceux qui télétravaillent beaucoup, par exemple, peut apparaître une culture du surmenage, on peut appeler comme ça, avec un risque de dépendance aux technologies justement du numérique. Les télétravailleurs peuvent culpabiliser par rapport à leurs collègues de bureau parce que, étant chez eux, ils ont plus de temps pour eux. Ils risquent donc de travailler beaucoup plus longtemps dans la journée, voire en soirée. Il faut donc effectivement, comme disait Cyrielle, questionner, être vigilant et questionner le droit à la déconnexion. Par ailleurs, le télétravailleur qui ne partage plus son lieu de travail avec ses collègues qui continuent de travailler au bureau peut courir le risque de perdre un sentiment d'appartenance et se sentir exclu, isolé. Il convient donc de veiller au maintien des contacts directs avec la hiérarchie et les collègues. Au niveau collectif, le modèle de travail hybride peut atténuer la plupart des désavantages au niveau individuel que nous venons de voir, en créant donc des espaces professionnels hors de la maison qui permettent aux salariés de collaborer et de se socialiser au contact des autres collègues. Par ailleurs, il y a certaines entreprises qui sont passées sur des modes de travail virtuels en créant des espaces de coworking partagés conçus autour de la collaboration et du développement d'esprit d'entreprise. Le bureau hybride, dont on a parlé également tout à l'heure, intègre un mélange d'espaces de travail polyvalents et partagés selon les différentes tâches à réaliser ou non en collectif, des postes de travail debout, des espaces de détente pour consulter ses mails, des cabines insonorisées et des espaces, des cabines téléphoniques, pardon, enfin pour passer des appels téléphoniques et des espaces de café pour les discussions d'équipe informelles. Dans un lieu de travail hybride, nouer et donc ça, c'est la partie vigilance et entretenir des relations entre collègues dans le cadre notamment d'une discussion informelle peut s'avérer difficile, surtout si on ne partage plus le même espace physique de travail. Cela devient encore plus compliqué quand certains collaborateurs continuent de venir travailler au bureau sans télétravailler. Ça peut créer, des groupes exclusifs et donner aux télétravailleurs donc le sentiment de délaissement, d'exclusion. Il est donc aussi ici important de mettre en place des activités de renforcement d'esprit d'équipe à distance. Du côté employeur, donc c'est là merci. Le 1er rapport, hein, c'est la réduction du coût, hein, commencer par, la diminution de l'absentéisme, hein, a priori les dernières enquêtes montrent qu'il y a moins d'absentéisme du fait de cette nouvelle organisation et puis il y a une économie, comme le disait Cyrielle, hein, sur la location, des bureaux. En fonction effectivement de la présence des salariés dans une organisation hybride, une planification du niveau d'occupation des bureaux est possible et donc du coup, ça réduit le montant du loyer qui est consacré. Il en est de même pour les fournitures de bureaux et les autres dépenses professionnelles. Et puis, il y a aussi cette opportunité de recrutement pour l'employeur qui peut recruter des spécialistes très qualifiés ou des talents qui ne sont pas spécialement dans la région, du coup, et qui sont en recherche de flexibilité dans l'organisation de travail. La pandémie du Covid-19, bah, comme on l'évoquait également, ce n'est pas terminé, c'est pas derrière nous. Et donc, le travail hybride permet de maintenir une certaine distanciation sociale au bureau en réduisant le nombre de salariés présents et de ce fait de diminuer le risque pour la santé. Donc, au niveau des points de vigilance, le lieu de travail hybride doit pouvoir fonctionner indépendamment du site via des logiciels permettant de télétravailler à la maison mais aussi n'importe où ailleurs. Il faut donc pour les collaborateurs disposer de matériel, PC, téléphone portable pour travailler. Pardon. Le service informatique donc, doit être en mesure de gérer ces appareils de connexion et garantir à la fois une égalité de traitement pour tous les employés, pardon, mais aussi assurer la sécurité des données de l'entreprise. De plus, ces fonctionnalités étendues, prise de courant près des postes de travail, écran de conférence dans les bureaux hybrides pour se connecter avec les collègues à distance, doivent permettre un réseau Wi-Fi sans faille, ce qui peut des fois poser problème pour des entreprises qui sont installées dans des bâtiments un peu plus anciens. Donc toutes ces technologies
ces outils de travail dans le cadre d'une organisation hybride peuvent impliquer des formations pour une meilleure appropriation. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, nous allons passer à quelques conseils pour optimiser une organisation hybride. Donc, il est plutôt recommandé d'organiser des tâches en identifiant celles qui sont télétravaillables. Pour renforcer ou maintenir l'esprit d'équipe, de faire des points informels régulièrement, organiser des coffee time, organiser des événements sociaux accessibles à tous. Un mode d'organisation choisi chez certaines personnes peut finalement s'avérer contraignant, comme on l'a vu précédemment, donc avec une charge mentale, par exemple, en télétravail, quand c'est essentiellement ce mode de travail qui est privilégié. Il faudrait être attentif à tout comportement changeant. Le choix du mode de travail hybride nécessite des moyens techniques et matériels pour tous. Donc le télétravail oblige les managers à questionner le travail. Il lâche le management par le contrôle en passant par le management à un management par la confiance et la responsabilisation. Il existe différents moyens de contrôle, on le sait, mesurer les temps de connexion, le nombre de dossiers traités, les mails envoyés, mais il paraît intéressant pour un manager de définir son organisation de façon collective en faisant le point avec ses équipes sur ce qui fonctionne ou non, et revoir les moyens de contrôle choisis, par exemple. Il est donc important de tester toute nouvelle organisation avant de formaliser un accord ou une charte pour avoir une vision à long terme. Donc, comment agir? Eh bien, écoutez, en cas de projet de changement, il ne faut pas hésiter à solliciter sur des questionnements justement en lien avec les risques psychosociaux, le médecin du travail qui pourra vous conseiller dans votre démarche et solliciter l'intervention de nos collègues psychologues du travail HST. Pour votre information, donc, nous avions rédigé un article sur l'accompagnement au changement que nous vous invitons à consulter sur le site. Donc, on vous invite aussi à rester informé à travers tous nos outils, conseils, informations, événements sur le site internet, les réseaux sociaux, les thématiques de fascicules et autres. Voilà, donc je pense qu'on est à peu près dans le timing. Donc si vous avez des questions, voilà, des échanges, il y a pas de souci, on peut bien entendu échanger avec vous. Merci à vous, Merci vraiment, à pour vous. votre participation et puis, bah, voilà, n'hésitez pas si vous avez, besoin, d'informations, vous avez des questions ou en tout cas que vous vouliez des précisions, n'hésitez pas. Alors, on avait une remarque, hein, via le chat. Oui. L'un des enjeux du management est de maintenir un collectif de travail dans son équipe qui fonctionne en mode hybride au quotidien. Alors oui, complètement. En effet, c'est un enjeu majeur du management et du fait justement d'être à distance, et d'alterner entre distanciel et présentiel. Donc oui, tout à fait, c'est une très, très bonne remarque. Bah, écoutez, on n'a pas tout Pas de questions, ce que j'allais dire. très efficace Catherine. Bah oui, ça doit être ça. Donc, tant mieux. Merci vraiment à vous, Merci à pour vous. votre présence et puis, bah, écoutez, on vous souhaite en tout cas, une bonne continuation et puis, Pareillement, oui. en espérant que du coup, toutes ces informations puissent vous servir. Merci vraiment, merci à vous.